tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. On a eu un petit souci technique avec la caméra du professeur Gilles, qui ne s'active pas, donc vous aurez la chance d'entendre sa voix et de l'imaginer, pour le reste. Mais nous avons son diaporama, alors c'est l'essentiel, malgré les difficultés. Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire sur la question des dégénérescences frontotemporales. Je suis Camille Perrin-Maigrelis, je suis la chargée de mission et coordinatrice de l'espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers. Et je suis accompagnée par Monsieur Gilles, professeur émérite de neurologie, doyen honoraire de la faculté de médecine pharmacie de l'Université de Poitiers, ancien directeur de l'espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine, site Poitou-Charentes, qui va mener ce webinaire aujourd'hui. Et voilà. Pour les questions à la fin, pour que je vous donne la parole, il faudra que vous leviez la main. C'est dans l'onglet, les onglets tout en bas de votre écran. À droite, il y a un bouton lever la main. Vous pourrez cliquer dessus et je pourrai vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Si vous n'avez pas du tout envie qu'on vous entende, vous pouvez toujours écrire votre question dans le chat, on la verra quand même. C'est toujours un peu plus vivant si vous le faites à l'oral, mais sans jugement pour ceux qui ne veulent pas. Et enfin, je vous informe que vous êtes enregistré, que tout le webinaire est enregistré. Voilà. Monsieur Gilles, je vous laisse la place. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez, sinon nous serions dans un cas de surdimutité collective. Voilà, nous sommes à égalité puisque je suis aveugle de vous et vous êtes aveugle de moi. Nous allons essayer d'évoquer un type de maladie neuroévolutive un peu oubliée et qui s'appelle les démences frontotemporales. Très volontairement, vous avez vu que je n'ai pas utilisé ce mot de démence, car c'est un mot qui est lourdement connoté. On ne peut pas évidemment s'en débarrasser tout à fait, puisqu'il fait partie de consensus diagnostiques internationaux dans certains cadres très précis, comme la démence sémantique, par exemple. Mais dans le cas des DFT, nous pouvons nous priver de ce terme de démence pour adopter le terme de dégénérescence frontotemporale, ce qui ne change pas du tout le sigle de cette maladie. Alors, la prévalence des démences frontotemporales par rapport à la maladie d'Alzheimer est plus importante que ce que l'on pense. Évidemment, on ne peut pas la donner avec exactitude à chaque fois qu'il ne s'agit pas de maladie à déclaration obligatoire. L'Alzheimer ne l'est pas. Donc, nous travaillons toujours sur des approximations statistiques. Alors, pour faire bref, on peut considérer qu'une maladie neuroévolutive sur 5 est une DFT. Donc, si dans un EHPAD, il y a 20 personnes qualifiées d'Alzheimer, il est probable qu'il y en a plusieurs parmi elles qui sont des dégénérescences frontotemporales. L'âge de début de cette maladie est plus précoce que la maladie d'Alzheimer. C'est entre 50 et 60 ans que la maladie débute et vous n'aurez jamais à l'évoquer quand une maladie neuroévolutive commence très tardivement après l'âge de 80 ans. Alors, l'évolution, c'est une évolution très progressive, peut-être un peu plus lente que la maladie d'Alzheimer. Alors, cette maladie a été connue avant la maladie d'Alzheimer
et il était d'usage de l'appeler pendant longtemps maladie de Pick. Maladie de Pick, décrite à la fin du 19e siècle, au tout début du 20e siècle, avec quelques cas, 6 cas initiaux. La contribution de M. Alzheimer, d'Alois Alzheimer, a été importante puisque Alois Alzheimer a insisté sur le fait que dans la maladie de Pick, il n'y avait pas les lésions de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce que lui allait voir dans la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire la dégénérescence neurofibrillaire et les plaques séniles. Vous savez que le trépied de la maladie d'Alzheimer, c'est bien sûr la mort neuronale, la perte neuronale, la dégénérescence neurofibrillaire et les plaques séniles. Eh bien, Alzheimer précise, il n'y a pas ce type de lésion. Alors, cette maladie, elle va rester dans l'ombre. Et d'ailleurs, elle a même été appelée pendant une vingtaine d'années aphaso-apraxo-agnosique, ce qui est évidemment une inexactitude absolue, puisque la maladie aphaso-apraxo-agnosique par excellence est la maladie d'Alzheimer. Et finalement, on a vu clair, peut-on dire, que dans les années 60, avec une mise au point extrêmement précise qui a été faite par le professeur Delay, qui était ce qu'on appelait un neuropsychiatre, professeur de neuropsychiatrie. Il a contribué aussi à la neuropsychologie, le professeur Brion, qui exerçait à Versailles et qui était à la fois un neurologue et un anatomopathologiste, et le professeur Escourolle, qui exerçait à la Salpêtrière. Évidemment, leurs textes sont des textes sources qu'il est évidemment pour les chercheurs toujours très important de consulter comme texte original. Alors, d'abord, sur le plan anatomique, la maladie de Pick, qui ne représente qu'une partie des DFT, se caractérise par la prédominance frontale des lésions. Voilà le cerveau d'un malade historique atteint de maladie de Pick, où l'on voit un très gros élargissement des sillons dans cette partie antérieure du cerveau. C'est un peu plus visible ici sur une coupe interne, mais c'est vrai que ça demande une certaine habitude pour être lu. Alors nous allons essayer évidemment de simplifier cela, d'abord par ces deux schémas qui indiquent la progression des lésions. Bien, quand on regarde où est le gris et le noir, on voit que dans la maladie d'Alzheimer, le gris et le noir est dans la région temporo-pariéto-occipitale, donc à l'arrière du cerveau, tandis que dans la maladie de Pick, les lésions sont fronto-temporales antérieures. Voilà pourquoi le nom de DFT est tout à fait justifié. Pour faire encore peut-être un peu plus simple, avec des examens plus complexes, eh bien voilà un PET scan qui montre à l'évidence que sur le plan topographique, il ne s'agit pas de la même maladie. Sur ce PET scan qui est fait au fluorodésoxyglucose, on visualise le métabolisme oxydatif, c'est-à-dire la vie des cellules. Les cellules cérébrales qui vivent consomment de l'oxygène et du glucose. Hein. C'est avec ça qu'elles tirent leur énergie et leur survie. Et nous voyons effectivement que dans une maladie d'Alzheimer, ici c'est l'avant et l'arrière, ici c'est l'avant et l'arrière, et on voit que les lésions sont très largement postérieures, c'est-à-dire que ces zones, en termes isotopiques, sont des zones hypométaboliques, elles consomment moins d'oxygène et de glucose parce qu'il y a évidemment une mort neuronale ou un dysfonctionnement neuronal majeur. À l'opposé, dans la maladie, dans les DFT,
eh bien, nous voyons cette prédominance avant-arrière, frontale des lésions. On voit ici frontale, on voit là, ici c'est la convexité frontale. C'est-à-dire que pour les neuropsychologues, ce sont ces lésions qui donnent le syndrome dysexécutif, nous y reviendrons. Et là, à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire on coupe le cerveau au milieu, on regarde l'intérieur et l'on voit l'atteinte de la région temporale antérieure et des circonvolutions frontales internes, et notamment ici du gyrus singulaire, qui joue un rôle très important dans l'élan vital. Voilà ici alors ici avant et arrière sur cette vue, ici on a l'avant, on a l'arrière. Donc il est très clair que nous avons affaire topographiquement à des maladies radicalement différentes. Nous avons aussi affaire histologiquement à des maladies tout à fait différentes elles aussi. Si vous regardez cette coupe, vous voyez qu'il y a des points blancs, on appelle ça de la spongiose, ce sont de micro-trous qui sont dans le cerveau. La spongiose est très particulière aux dégénérescences frontotemporales. Et puis, on a des neurones, en voilà ici un, vous savez, c'est ces petites formes un peu ovoïdes, et on voit des boules à l'intérieur. Eh bien, ces boules, ce sont des neurones ballonnés avec ce qu'on appelait des corps de pic. Alors, allons un tout petit peu dans le détail, mais très, très brièvement. Voilà donc ces boules qui prennent la coloration de l'argent. On les voit aussi, ces boules argentophiles. Et on voit évidemment vers quoi nous nous dirigeons de plus en plus. Pour distinguer les maladies neuroévolutives entre elles, nous avons en quelque sorte deux grands critères. Nous avons le critère de la topographie lésionnelle, mais nous avons aussi le critère neurochimique, parce qu'évidemment, la dégénérescence neurofibrillaire de l'Alzheimer, les plaques séniles, contiennent des protéines pathologiques particulières, de même que, ici, les neurones ballonnés, les corps de pic, contiennent des substances chimiques, des protéines particulières qui deviennent toxiques pour le cerveau. Alors, ce qu'il y a de très important, c'est qu'il existe de multiples formes de dégénérescence frontotemporale et il y a deux grandes formes, la variante frontale et la variante temporale. Nous allons aujourd'hui surtout nous intéresser à la variante frontale. Alors voilà la manière internationale sur laquelle on les désigne, hein, VF, variante frontale. Sur certains textes, vous verrez V et puis C, c'est-à-dire variante comportementale. Et puis l'autre, TV, variante temporale ou VT, suivant que c'est un vocable français ou anglais. Alors, ce qu'il y a de très important par rapport à d'Alzheimer, c'est que la moitié des dégénérescences frontotemporales ont une histoire familiale. Et quand c'est une histoire familiale, c'est une transmission autosomique dominante. Ce qui veut dire que ça n'est pas lié au sexe et que dans la descendance, une personne sur deux est atteinte statistiquement. C'est-à-dire sur 4 enfants, il peut y en avoir un, il peut y en avoir 3, mais il n'y en a pas zéro, quoi. C'est une statistique qui, sur les grands nombres, arrive à 50% d'atteinte. Et je voulais juste, dans une perspective, j'allais dire moderne, euh, vous montrer comment aujourd'hui on essaie de réfléchir au classement des maladies neuroévolutives par la neurobiologie moléculaire qui aboutit même aujourd'hui à une neuropsychologie moléculaire. C'est-à-dire essayer de faire le lien entre euh, les protéines pathologiques qui sont déposées et la clinique. Et ceci est une vision évidemment tout à fait nouvelle, effectivement, de la neuropsychologie. Et voilà une application pratique très simple. La maladie d'Alzheimer a des plaques séniles, c'est une protéine qu'on appelle l'amylose.
protéines pathologiques qui agressent les cellules. Donc la maladie d'Alzheimer est une amyloïdopathie. Mais en même temps, il y a la dégénérescence neurofibrillaire, et là, ce sont d'autres protéines qui constituent la charpente des neurones, un peu comme les poutres d'une maison qui s'abîmeraient, qui seraient vermoulues. Et donc, c'est une topathie. La maladie d'Alzheimer est une double maladie sur un plan moléculaire, c'est une topathie et une amyloidopathie, et c'est cette conjugaison qui donne la mort neuronale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas, pour la maladie d'Alzheimer, qui est la poule et qui est l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'amylose qui engendre la fabrication de protéines tau, ou est-ce que ce sont les protéines tau qui engendrent la production d'amylose? Le dernier traitement moderne, la maladie d'Alzheimer, qui n'a pas été accepté en France, eh bien, ce traitement ne vise qu'à diminuer la substance amyloïde. Mais nous ne savons pas aujourd'hui si en vidant la substance amyloïde, on agirait sur la protéine tau. Eh bien, cette double atteinte moléculaire est caractéristique des amnésies hippocampiques et des syndromes aphaso-apraxo-agnosiques. Donc, quand un malade a la conjugaison d'une amnésie hippocampique et d'une aphasie, d'une agnosie, d'une apraxie, on a un élément important d'orientation vers une double protéinopathie, topathie, amyloïdopathie, c'est-à-dire maladie d'Alzheimer. À l'opposé, les DFT, les dégénérescences frontotemporales, sont des topathies, c'est-à-dire il n'y a pas de substance amyloïde. Alors, bien sûr, il ne faut pas en médecine que les choses soient simples, sinon on aurait tout compris tout de suite. Ces protéines tau pathologiques, ces protéines dont je vous ai dit qu'elles forment la charpente du neurone, comme les poutres tiennent une maison, eh bien ces protéines tau sont des protéines tau pathologiques qui ne sont pas les mêmes que les protéines tau pathologiques qu'on rencontre dans l'Alzheimer. C'est d'autres manières d'anormalité des protéines. Eh bien, les topathies se caractérisent par deux grands types de signes, des troubles du comportement et le tableau de démence sémantique, c'est-à-dire un dépouillement de l'ensemble de nos outils conceptuels de leur contenu sémantique. Alors, c'est-à-dire le mot poire n'éveille plus aucun écho. Qu'est-ce qu'une poire? Bon, alors, a fortiori, quand c'est des mots polysémiques, qu'est-ce qu'un avocat? Ça n'éveille plus rien. Et d'ailleurs, quand on voit l'image d'une poire, on ne voit pas non plus à quelle elle renvoie. Donc, ce ne sont pas des agnosies, ce sont le fait que la poire n'est plus un concept, qu'elle soit présentée par une image ou qu'elle soit présentée par le mot écrit ou par le mot prononcé. Et puis au milieu, nous avons la maladie à corps de Lévy diffus. Voilà peut-être aussi une maladie neurodégénérative qui représente sans doute peut-être une pour 5 à 6 Alzheimer, qui est assez fréquente. Et là, nous trouvons les protéines sont des synucléines, comme dans la maladie de Parkinson. Et quand un malade, donc ce sont des synucléinopathies, alors parfois mélangées avec d'autres types de lésions, mais c'est la lésion centrale. Et on sait que ces maladies donnent surtout des hallucinations. Donc en principe, un Alzheimer n'hallucine pas. Si vous avez un Alzheimer qui hallucine, il faut se poser la question d'une maladie à corps de Lévy. Et cette maladie à corps de Lévy donne aussi des troubles très particuliers qui sont des troubles comportementaux du sommeil rapide. C'est-à-dire que ces troubles du comportement du sommeil rapide, ce sont des malades qui, quand ils rêvent, bougent. Alors que nous, quand nous rêvons, nous sommes paralysés, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que quand nous rêvons, nous ne nous levons pas, nous n'agressons pas autour de nous, nous ne bousculons pas la chambre où nous sommes. La particularité de ces troubles du sommeil rapide, ce sont des malades qui dorment mal, dit-on, mais enfin, c'est qu'ils plongent dans le rêve alors qu'ils gardent leur motilité. Et donc, ils ont des comportements aberrants et agressifs. Ils se lèvent et parfois ils sont agressifs quand ils dorment avec quelqu'un d'autre.
Donc voilà cette application pratique qui est une application d'avenir, mais qui a des utilités pratiques. Si un malade hallucine, il y a peu de chances que ce soit un Alzheimer. Il ne faut pas accepter, il faut le remettre en question. Voilà. Si un malade a des troubles comportementaux du sommeil rapide, il y a peu de chances aussi que ce soit un Alzheimer, qui pourtant peut dormir mal, mais d'une autre manière. Nous sommes amenés, vous le comprenez, de plus en plus à une exigence de formation et d'acculturation sur ces maladies. Évidemment, si on en reste au mini mental state, je ne crois pas qu'on puisse faire beaucoup de progrès dans la compréhension de ces maladies. Alors, maintenant, replongeons dans les dégénérescences frontotemporales. Les dégénérescences frontotemporales, eh bien, on s'est aperçu que vous avez ces protéines tau pathologiques, on arrive à les mettre en évidence que dans 40% des cas. Donc, les DFT sont des topathies, mais pas seulement des topathies. Certaines d'entre elles n'ont pas de signes distinctifs, c'est-à-dire on voit de la mort neuronale, mais sans signe distinctif, et d'autres ont des inclusions ubiquitines positives. Voilà la simplification la plus importante, évidemment, qui n'est pas celle qu'on trouve dans les traités de neuropsycho, parce qu'on est obligé d'aller dans les détails, mais c'est cette classification ternaire. En fait, les vraies maladies de pic, c'est 40% des cas. Il y a les DFT qu'on est en train de redécouvrir sans signe histologique spécifique, et il y a celles qui ont des inclusions d'ubiquitine, et elles peuvent s'associer à une maladie de Charcot, une sclérose latérale amyotrophique. On est effaré, par exemple, quand on pense qu'on est en train de discuter d'une loi de fin de vie, que quand on parle des scléroses amyotrophiques, on ne dit jamais qu'il y a très souvent des signes associés avec un fond d'euphorie, etc., qui s'expliquent par une atteinte frontotemporale. Mais enfin, que voulez-vous? Ce n'est pas le sujet, mais c'est un point qui est extrêmement important, que cette association, on voit des familles qui ont à la fois des DFT et des SLA, et parfois les deux maladies réunies, ce qui est évidemment un, un, un grand drame. Alors, bien sûr, ce sont des maladies qui sont polymorphes, puisque finalement, on est obligé d'ajouter l'ubiquitine aux protéines tau. Alors, la clinique. La clinique va nous conduire à nous centrer sur les formes frontales de la maladie. Les formes frontales de la maladie, ça témoigne de l'atteinte fronto-orbitaire, c'est-à-dire surtout, mais pas seulement, de la partie du lobe frontal qui est au-dessus de notre nez, celui qui repose sur la base du cerveau, au-dessus des orbites, la partie fronto-orbitaire qui joue un rôle considérable dans la vie émotionnelle et dans les prises de décision. Alors, il y a une gamme très étendue de troubles que nous allons maintenant essayer d'analyser. Alors, je vous ai mis ici l'échelle de dysfonctionnement frontal de mesdames Pasquier et Lebert, des collègues lilloises, qui ont fabriqué cette échelle de dyscomportement frontal, échelle intéressante parce qu'elle est fondée sur la clinique, c'est-à-dire sur l'examen où chaque membre d'une équipe peut apporter sa contribution, et il y a même une proposition de classification, c'est-à-dire qu'une personne qui aurait plus de 3 signes, un signe dans 3 de ces cases, aurait de grandes chances d'avoir une DFT. Évidemment, ça n'est jamais une certitude. Alors, on voit la classification des troubles que nous allons après resystématiser en 4, qui est une manière intéressante de le faire. D'abord, des troubles du contrôle de soi. Ces troubles du contrôle de soi, eh bien, ce sont des signes qui sont plutôt sur le versant de la désinhibition.
de la libération comportementale. Le propre du lobe frontal, c'est d'assurer la régulation de nos comportements. C'est d'assurer le maintien de comportements qui ne soient pas évidemment libérés d'une manière excessive. Et d'ailleurs, on voit peu à peu comment l'enfant, qui touche au début à tout, se frontalise et fabrique cette inhibition. Bon, l'inhibition, n'en déplaise à nos collègues psychanalystes, est une vertu de civilisation, évidemment, et l'inhibition est la méthode essentielle de régulation de la relation à l'autre. Alors, parmi les signes, on peut trouver de l'hyperphagie, on peut aller jusqu'à la gloutonnerie. On peut trouver des conduites alcooliques chez des personnes qui ne l'étaient pas. On peut trouver de la désinhibition verbale avec des personnes qui, évidemment, parlent beaucoup, mais il ne s'agit pas seulement d'une verbalisation, il s'agit aussi de propos déplacés, à tonalité érotique ou à tonalité agressive, en fonction des situations. Il s'agit d'une désinhibition comportementale, c'est-à-dire qu'il peut joindre le geste à la parole, mais il peut y avoir des vols à l'étalage, par exemple, euh, pratiqués par ces malades. Et puis, il y a aussi euh, de l'irritabilité et de l'agressivité. Bon, vous saisissez la nuance entre ces deux termes, on est irritable, et l'agressivité, c'est une forme de passage à l'acte. Il y a des troubles du contrôle des émotions, soit des rires inadaptés, soit des pleurs inadaptés, et puis il y a globalement ce qu'on peut appeler une instabilité psychomotrice, bon, sur laquelle nous reviendrons. Ce qui frappe aussi chez ces malades, c'est la négligence physique par rapport aux habitudes antérieures. L'hygiène corporelle est complètement délaissée. Les vêtements. Les vêtements sont mis de manière anarchique, mais pas par apraxie, comme dans l'Alzheimer, qui ne sait plus s'habiller, qui est une partie de l'habillage. Ces malades savent parfaitement s'habiller, mais ils mettent n'importe quoi. D'ailleurs, tout leur est égal. Certains aussi, évidemment, adoptent des coupes de cheveux qui ne sont pas réservées aux malades frontaux, mais enfin, qui sont parfois étonnantes. Alors, les troubles de l'humeur sont aussi fréquemment rencontrés, soit de la tristesse, soit une indifférence. Et on peut considérer que l'indifférence est fréquente, tandis que chez d'autres malades, c'est au contraire une hyperémotivité, une exaltation. Et puis enfin, le dernier grand cas de ce discomportement frontal, c'est la baisse d'intérêt au monde, à l'environnement, aux proches, aux activités habituelles. Alors certes, on s'assoupit parce que la vie n'a pas grand piquant, grand intérêt. C'est l'apathie dont nous aurons à reparler, c'est le désintérêt social pour ce qui faisait auparavant euh, l'essentiel de l'activité des personnes. Alors, quand on essaie de classer ces signes, on constate qu'il y a trois grands types de dégénérescence frontotemporale en variante frontale. Il y a d'abord les variantes désinhibées. Alors, les variantes désinhibées sont les variantes les plus difficiles à socialiser. Ce sont celles qui, dans les institutions médico-sociales, mais aussi à la famille, posent les plus importants problèmes euh, d'accompagnement. Dans ces formes désinhibées, on va retrouver du puérilisme, des remarques de type enfantin, de l'euphorie. On va retrouver une élation, E-L-A-T-I-O-N, c'est-à-dire une hypomanie. Les gens vont et viennent, veulent entreprendre des choses, mais de manière anarchique. On peut aussi retrouver dans cette désinhibition des comportements antisociaux. Des comportements antisociaux et qui peuvent aller parfois
sur bon, ben, comportements antisociaux au volant, avec des altercations, avec aussi le non-respect des règles. Ces gens-là peuvent ramasser des procès, des amendes diverses, etc. Ce qui nécessite de la part, évidemment, des soignants et de la famille une grande vigilance. La deuxième grande variété, ce sont les variétés apathiques. Alors, les variétés apathiques sont les variétés qui posent le moins de problèmes d'accompagnement parce que ces pauvres malades ne demandent rien. Euh, on distingue aujourd'hui trois grands types d'apathie. Je vous ai mis ce schéma du cerveau coupé au milieu qui correspond à trois grands types de lésions. Les variantes apathiques, ce sont des variantes les premières sont ce qu'on appelle les apathies affectivo-émotionnelles. Les apathies affectivo-émotionnelles intéressent cette région interne, excusez-moi, je suis passé sur l'autre, cette région interne du cerveau et le cortex orbitofrontal, là, au-dessus des orbites, et ici aussi ce cortex qu'on appelle singulaire, qui entoure euh, le troisième ventricule qui est ici. Alors ces malades qui ont une apathie affectivo-émotionnelle sont des personnes qui n'ont plus de ressort émotionnel. Ils n'ont plus de ressort émotionnel, ils ont une hypo-émotivité, ils ne sont pas mobilisés par les relations avec autrui et peu à peu, évidemment, on a l'impression qu'ils délaissent. Ils délaissent la famille. Il n'y a plus de relations affectives. Ils, tout s'émousse. Il n'y a plus d'intérêt. Ce sont des malades qui sont assez inertes, une baisse de l'élan vital. D'autres apathies sont plus des apathies cognitives qui sont plus liées à une lenteur conceptuelle et c'est plus là le cortex frontal dorsolatéral qui est atteint, une inertie cognitive, une incapacité de planification avec un manque d'envie aussi. Et puis, enfin, le maximum réalise une atteinte plus étendue qui donne un trouble très important, une apathie totale qui est à la fois affectivo-émotionnelle et cognitive, qu'on appelle la perte d'auto-activation psychique. Alors, c'est sur un plan de l'accompagnement un élément très, très important. En effet, dans ces pertes d'auto-activation psychique, nous trouvons une absence de motivation, une absence de ressort émotionnel, donc une absence d'envie. Le système de récompense ne fonctionne plus, donc plus rien ne fait plaisir. Et donc, toute mobilisation, tout désir s'éteint. Et il y a aussi un espèce de vide mental qui s'opère. C'est comme si ces malades ne pensaient à rien. Ce qu'il y a de très important, c'est que quand nous réfléchissons à la manière dont nous-mêmes nous agissons, nous nous mobilisons, nous constatons que nous avons deux grands moteurs de mobilisation. Nous avons un moteur interne, en quelque sorte, l'auto-activation. Tiens, j'ai envie de faire cela. En nous-mêmes, nous trouvons l'envie de. Voilà, vous vous êtes connecté aujourd'hui. Pourquoi? Ben voilà, il y a eu, vous vous êtes auto-activé. Mais il y a aussi l'hétéroactivation. L'hétéroactivation, c'est l'activation qu'un autre peut produire sur vous. Venez avec moi, on va aller ici, on va faire cela. Est-ce que ceci vous intéresse? Alors allons-y. Et nous vivons à la fois comme des individus auto-activés et hétéro-activés. Eh bien, dans l'apathie, il y a une perte de l'auto-activation psychique, c'est-à-dire que les malades ne trouvent pas en eux-mêmes de motivation, d'élan, d'envie, de désir, de plaisir, mais ces malades sont hétéro-activables. Et ce point est extrêmement important dans l'accompagnement. C'est-à-dire que les apathiques sont
plus appréciés, j'allais dire, que les désinhibés, puisqu'ils laissent, ils ne demandent rien. Mais leur accompagnement nécessite précisément qu'on les hétéroactive. Il suffit qu'on les prenne par la main et qu'on les entraîne, qu'on leur demande de faire quelque chose. Nous verrons ça. Pas demander de décision, de proposition. On va faire cela, venez, suivez-moi, etc. Et évidemment, cette persistance de l'hétéroactivation est une fenêtre d'activité, d'accompagnement très importante à l'égard de ces malades. Et ça permet de distinguer l'apathie de la dépression, puisque les malades dépressifs, eux aussi, peuvent avoir une présentation apathique, mais les malades dépressifs ne sont pas des malades neutres sur un plan émotionnel, ce sont des malades souffrants. Ce point est extrêmement important. Et donc, on ne doit pas hétéroactiver des malades dépressifs, car on accroît leur souffrance morale. Donc, dans l'accompagnement, il faut écouter le dépressif, il faut le traiter, il faut le soigner, mais on ne l'hétéroactive pas alors qu'il faut hétéroactiver le malade apathique. Vous voyez loin qu'il y a là un élément important dans la détection et que, évidemment, la réunion d'une équipe est importante avec psychologues, infirmiers, aides-soignants, médecins, pour savoir si un comportement d'apathie correspond à une apathie authentique par désactivation émotionnelle et cognitive ou une apathie dépressive qui réclame un tout autre accompagnement. Et puis, il y a une troisième variété de dégénérescence frontotemporale qui sont les variantes stéréotypiques. Alors, ces variantes stéréotypiques, elles sont assez particulières parce que ce sont des malades qui ont des conduites répétitives qui évoquent des troubles obsessionnels compulsifs. Mais ce ne sont pas des TOC habituels puisqu'il n'y a pas d'anxiété chez eux quand on a un TOC et qu'on a une manie de la vérification, si on ne vérifie pas si la serrure est fermée pendant 5 fois de suite, on n'est pas bien dans notre peau. Là, ce sont des stéréotypies qui se font dans une espèce d'indifférence, mais dans des comportements répétés. Alors, on trouve du collectionnisme, des gens qui ramassent soit des boîtes d'allumettes, soit n'importe quoi d'autre. On trouve aussi des malades qui ont des déambulations. Et là, il faudra distinguer ces déambulations euh, stéréotypiques de la maladie d'Alzheimer parce qu'il n'y a pas de comportement d'errance. Ce sont des malades qui ne se perdent pas. Et il ne faut pas du tout confondre, ça n'a rien à voir. Ce sont des malades qui font des circuits répétés de manière inépuisable. Il y a quelques formes hallucinatoires, elles sont rares, ce sont des formes avec atteinte du motoneurone. Voilà pourquoi j'ai donné 3 grandes formes. Donc quand un malade hallucine, il n'a pas une dégénérescence frontotemporale. Il a peu de chances d'avoir un Alzheimer. Donc vous voyez comment ce symptôme peut lui aussi, avec beaucoup d'autres, guider sur le trouble qui est en cause. Et finalement, dans une autre branche de la neuropsychologie moderne, que j'appelle plutôt une neuropsychologie humaniste, on s'est intéressé de plus en plus aux conséquences sociales et relationnelles de cette neuropsychologie. Neuropsychologie, bien sûr, qui ne peut pas être appréhendée, je le répéterai encore, par les tests sommaires, comme les MMS ou autres petits tests qui ne servent qu'à classer les gens et qu'il faudrait ensuite oublier puisqu'ils n'apprennent rien de la vie et des vécus de nos malades. Alors, ce qu'il faut savoir et qui est extrêmement important, c'est qu'il y a dans ces dégénérescences frontotemporales un trouble de la reconnaissance et de l'expression des émotions. Et ce trouble de la reconnaissance et de l'expression des émotions est majeur dans les troubles apathiques. Ce qui veut dire que ces malades ne reconnaissent pas les émotions portées par les visages et ils ont eux-mêmes de la peine à exprimer des émotions. Nous trouvons là aussi un tableau complètement opposé à la maladie d'Alzheimer
puisque la maladie d'Alzheimer préserve très longtemps la reconnaissance des émotions, surtout du dégoût, et ceci est très important dans l'accompagnement, surveiller sa mimique quand on entre dans une chambre où ça sent mauvais, ou je ne sais pas ce qui peut se passer, parce que le malade, lui, souffrira de l'expression du visage que le soignant aura, et la maladie d'Alzheimer préserve très longtemps aussi l'expression des émotions. Il faut arriver au stade pratiquement grabataire de la maladie pour qu'un malade d'Alzheimer perde la capacité de sourire, c'est-à-dire la première émotion que nous avons acquise après notre naissance. Un autre élément aussi extrêmement important, c'est que nous ne rencontrons pas à ce niveau de signification dans l'Alzheimer, c'est la disparition du sens du danger. Ce point est extrêmement important. Il est lié aux lésions de l'amygdale dans la région temporale antérieure, soit directement, soit par désactivation. Et du coup, effectivement, ces malades peuvent ne pas saisir certains dangers et parfois cette perte du sens du danger, dès que la lésion déborde sur le plan temporal, c'est le savoir sur les dangers. Savoir que l'eau bouillante brûle, par exemple. Savoir que traverser une rue, en dehors d'un passage sculpté, peut faire qu'on est renversé. C'est la conception des risques qui est atteinte. Vous voyez que nous sommes là dans une neuropsychologie exigeante. Les troubles de la condition sociale, c'est une perte d'intérêt pour les activités familiales et pour les activités sociales. Et on voit, nous allons y revenir parce que c'est tellement important, comment évidemment cette maladie agit sur cette relation humaine fondamentale qui est l'attachement des uns aux autres et comment cette maladie est capable de désagréger l'attachement parce qu'il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus ce beau mot de réciprocité relationnelle qui est évidemment un élément fondamental de la construction des relations humaines. Ces malades ont une atteinte de la théorie de l'esprit. Ce point est extrêmement important. La théorie de l'esprit, c'est faire des hypothèses sur ce que ressent et pense autrui. Tiens, il est plutôt triste. Tiens, il est perplexe. Tiens, il est anxieux. Et la théorie de l'esprit, évidemment, va viser des émotions complexes. Alors, vous pensez bien que le malade d'Alzheimer, revoyez le malade dégénérescent frontal, qui a déjà un trouble à la reconnaissance des émotions portées par les visages, va avoir encore plus de difficultés pour détecter des émotions complexes. Car il est perplexe, il est anxieux, il est un peu bizarre. Et bien, toutes ces nuances ne leur sont plus accessibles. A priori, dans les relations avec autrui, nous faisons aussi en permanence des hypothèses sur ce qu'autrui pense, sur ce qui motive telle ou telle action. Ici, tout est désamorcé. Et ceci a une conséquence majeure, c'est que la théorie de l'esprit est la porte d'entrée dans l'empathie, c'est-à-dire la capacité de savoir ce que ressent autrui, de ressentir ce que ressent autrui, la capacité de se mettre à la place d'autrui. À sa place, je ne suis pas d'accord avec lui, mais à sa place, je comprends qu'il ait fait cela. Eh bien, tout ceci est effondré. Il n'y a plus d'empathie. Il n'y a pas, il y a la rupture de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersubjectivité qui fonde, qui est un élément essentiel des relations humaines. Alors, évidemment, ceci aboutit à de graves troubles dans les prises de décision. Ne demandez pas à un gérant frontal, est-ce que vous voulez vous promener ou est-ce que vous rêverez un gâteau? Non, donnez-lui un gâteau, emmenez-le se promener. Mais le mettre devant une alternative ne sert absolument à rien, puisque nos prises de décision dépendent d'une part de capacité de discernement, d'ordre rationnel, mais ça dépend aussi de vibrations émotionnelles qui sont provoquées par ce que Antonio Damasio appelait les marqueurs somatiques et qui font que, en prenant une décision, nous allons déjà préfigurer le ressenti que nous allons avoir. C'est pour cette raison que nous choisissons au restaurant tel ou tel plat. Et effectivement,
si nous n'étions guidés que par la raison, nous serions incapables de choisir puisqu'il faudrait une demi-heure pour peser le pour et le contre. Eh bien, chez ces malades, la prise de décision ne fonctionne pas. Donc, proposer une alternative à un malade atteint de DFT, ça ne sert à rien, c'est le mettre au supplice, car il répondra soit au hasard, soit en privilégiant des conduites à risque. Ceci est un élément évidemment extrêmement important. Alors, ces troubles de la cognition sociale, ils intéressent aussi la commensalité. Ce sont des malades qui euh, souvent sont désinhibés et donc sont gloutons, mais dans les relations sociales, quand ils sont invités, ils peuvent se mettre à table, ils peuvent aller à la cuisine et aller goûter la soupe ou l'entrée. Une fois assis, ils peuvent se servir eux-mêmes, ou ils peuvent dire alors on n'en finit pas de manger, etc. Il y a donc évidemment cette atteinte de la commensalité. Vous voyez, je ne sais pas si c'est un symptôme neuropsychologique qui est souvent évoqué, mais enfin, je suis heureux de le faire. Et puis, il y a évidemment, euh, certes, l'hyposexualité dans les formes apathiques, ce qui peut être considéré comme peu gênant, mais dans les formes désinhibées, c'est autre chose. Voici un témoignage d'une famille. Elle présente un comportement extrêmement affectueux envers tous les hommes qu'elle a rencontrés et essaie souvent d'avoir des relations sexuelles avec eux, soit en se déshabillant, soit en les agressant sexuellement avant d'être institutionnalisée. Voilà donc effectivement cette désinhibition sexuelle, évidemment, on ne peut pas comprendre la sexualité en EHPAD si on ne l'analyse pas de manière globale. Ce n'est pas la sexualité habituelle, c'est la sexualité habituelle, mais aussi dans toutes ses autres facettes. Il y a des cas de changement d'orientation sexuelle, euh, parfois vers l'homosexualité quand il s'agit d'hétérosexuels, mais vers la pédophilie aussi, et il y a des fréquentations de sites pornographiques qui sont aussi des activités que l'on rencontre fréquemment. Alors, les comportements stéréotypés, ils altèrent un peu la cognition sociale, bien sûr, surtout quand on les accompagne, parce que parfois, ils sont intégrés dans ce qu'on appelle une dépendance à l'environnement. Alors, les dépendants à l'environnement, ce sont des malades qui se servent de tout ce qui est à leur portée. Ils voient un stylo, ils le prennent, ils commencent à écrire sur un meuble partout. Ils voient une bouteille d'eau, ils la vident sur le sol où ils boivent. Ils voient un verre. Bon, c'est-à-dire ils se servent de tout l'environnement est sollicitant, comme s'ils ne peuvent pas se distancier par rapport à cet environnement. Après, vous avez des stéréotypies simples, des malades qui fredonnent le même air ou qui font de l'écolalie. Ils répètent ce que vous dites. Ça va, c'est bien, c'est bien. Des divers stéréotypes verbales, c'est-à-dire un petit groupe de mots qui revient. Alors ça va pas, ça va bien. Oui. Ah oui, oui, ça va mal, non, ça va valise. Alors je vous laisse réfléchir à ça. Ça va mal, ça va valise. Voilà aussi un comportement qui est à la fois une stéréotypie, une désinhibition et un calembour nié. Ça va mal, ça va valise. Il y a euh, évidemment aussi des stéréotypies plus complexes, comme des malades frontaux qui exécutent des pas de danse ou qui chantent la même chanson. Alors, vous avez tous entendu parler du syndrome de Diogène, ça mériterait un exposé à lui seul. On pense que certains syndromes de Diogène correspondent à des DFT, sans doute pas tous, enfin, c'est pas lieu d'en discuter, mais à la fois un manque d'hygiène corporelle dans le Diogène, et il y a une accumulation d'objets. On voit une maison ou une chambre qui est remplie d'objets très, très divers, qui s'amoncellent dans un désordre euh, absolu. Bon, certains diogènes sont en fait des dégénérescences frontotemporales, mais je ne dis pas que c'est tous, parce qu'on n'a pas le temps d'en discuter. Et puis ces troubles de la cognition sociale, c'est l'irritabilité, l'agressivité, évidemment, qui peut être très difficile à vivre, les comportements hypomaniaques, ces malades qui touchent à tout, qui sont très euphoriques, qui veulent entreprendre des tas de choses. Et puis ce que nous appelons maintenant en neuropsychologie, vous connaissez bien les troubles de la fonction pragmatique du langage, c'est-à-dire que les formes désinhibées ont des discours inappropriés
il raconte n'importe quoi, il passe du coq à l'âne. À l'opposé, les formes apathiques sont mutiques et les formes les plus légères, qui ont simplement une atteinte du cortex frontal dorsolatéral, ont une incohérence conversationnelle, quoi, un manque de suite dans les idées. Ces malades ne comprennent ni l'ironie, ni l'humour, ni le sarcasme. Alors là encore, c'est une neuropsychologie moderne. Je vous laisse réfléchir au sens de ces trois termes. Mais évidemment, ce sont des termes qui, sur un plan social, ont une certaine importance. Et euh, euh, plaisanter avec malade atteint de DFT, c'est en principe un coup pour rien, quoi, puisqu'ils ne peuvent être accessibles ni à l'ironie ni à l'humour. Le sarcasme devrait être aboli, bien sûr, de toute relation de soi. Au total, ce sont donc à la fois des malades vulnérables, nous l'avons vu, mais aussi des malades qui ont des comportements antisociaux et reste effectivement le très difficile problème de la conduite automobile. Nous n'en parlerons pas parce que nous sommes là dans le domaine de l'interdiction, mais bien entendu que euh, la plus grande prudence s'impose et que la loi, et surtout le dernier arrêté extrêmement violent qui est paru, impliquerait évidemment d'enlever le permis à tout malade sitôt qu'on parle d'Alzheimer et a fortiori de DFT. Ceci, évidemment, doit être fondé sur une étude éclairée sur leur réelle capacité à conduire. Il ne faut tolérer aucun danger. Il ne faut peut-être pas priver les malades aussi de ce qu'ils peuvent faire. Alors, ici, de manière très brève, euh, j'ai essayé de faire une comparaison entre les troubles comportementaux d'Alzheimer et des DFT. Alors, ce qui est plus fréquent dans le DFT, ce sont les stéréotypies, c'est l'apathie, mais on rencontre aussi l'apathie dans l'Alzheimer. La désinhibition, c'est la DFT, la négligence, la déambulation sans errance, alors que l'Alzheimer déambule mais risque de se perdre. Donc, dans les personnes déambulantes en EHPAD, vous n'avez pas que des Alzheimer. Et peut-être ne sont-ils pas majoritaires. Et c'est pas la même chose de déambuler de manière circulaire et de déambuler en étant risqué de se perdre. Parce que dans l'Alzheimer, il y a une atteinte du GPS interne, de l'orientation topographique, tandis qu'il n'y a pas d'atteinte de l'orientation topographique dans les DFT. On ne rencontre pas de gloutonnerie dans l'Alzheimer, plutôt une appétence pour les mets sucrés, alors que l'hyperphagie de DFT, c'est une hyperphagie pour tout. Voilà. Alors, on rencontre dans les deux des troubles de l'humeur. Euh, le délire ecmnésique, c'est-à-dire vivre le passé au présent, est propre à l'Alzheimer. On ne rencontre pas de délire ecmnésique dans les DFT. Dans l'Alzheimer, il y a aussi une discontinuité du sommeil, mais euh, ça peut s'appeler agitation nocturne ou somnolence diurne, mais ce ne sont pas des troubles qui sont ceux qu'on rencontre dans la démence à corps de Lévy, je vous rappelle, qui sont des rêves avec action, des rêves ou des cauchemars avec action. Tout ça aboutit à une désorganisation du soi, c'est-à-dire que ces maladies entraînent une rupture de la continuité identitaire dans ces deux aspects décrits par Paul Ricoeur, la mêmeté, c'est-à-dire que normalement, nous changeons tout le temps et nous intégrons notre passé au présent. Et on est toujours le même en changeant tout le temps. Là, il y a deux vies en quelque sorte. Il y a un avant et un après. Et une atteinte de l'ipséité. L'ipséité, c'est le maintien de soi, quels que soient les changements. Paul Ricoeur appelait de la fidélité à la parole donnée. Mais l'ipséité, bien sûr, lourdement aussi affectée par les DFT. On conçoit donc que ce sont des déflagrations de la continuité identitaire que provoque cette maladie, ce qui entraîne une altération de ce que le grand William James appelait le soi comportemental, c'est-à-dire notre comportement qui nous fait reconnaître d'autrui et, et qui est bien sûr une lourde épreuve pour les dents. Et voici des paroles des dents, il est là et il n'est plus là. Ce qui veut dire, il est là et ce n'est plus lui qui est là. Ou encore, ce n'est plus lui, ce n'est plus elle, je ne le reconnais pas. Voilà. Nous serons
assez bref. Bon, les tours du langage, nous allons y passer. Il y a bien sûr un certain nombre de troubles de la mémoire, mais ces troubles, pour faire court, concernent essentiellement la mémoire de travail, qui est très dépendante du lobe frontal. Euh, Mémoire de travail, donc mémoire à court terme, mémoire de travail, répétition de chiffres à l'envers, voilà comment on les teste, il y a mille autres manières. Par contre, la mémoire épisodique est préservée. Il n'y a pas d'atteinte de la mémoire épisodique, ni d'atteinte de la mémoire autobiographique. Je suis obligé d'accélérer car le temps passe. Par contre, il y a des troubles de l'attention, et ces troubles de l'attention euh, sont assez j'allais dire, importants à considérer, même s'ils sont complètement méconnus. Euh, C'est-à-dire, vous savez, quand nous avons une attention automatique, nous entendons un bruit anormal, nous tournons la tête. Euh, nous avons l'impression que quelqu'un vient vite vers nous, nous faisons attention à ce qui va se passer de manière quasi réflexe. Eh bien, cette attention automatique est précocement atteinte et ceci concourt aussi à, à l'exposition au danger de ces malades. Par contre, l'attention soutenue, elle, est mieux préservée que dans la maladie d'Alzheimer. Alors, les fonctions exécutives qui constituent vraiment le gros du syndrome cognitif du lobe frontal sont bien sûr atteintes. Je leur ai accordé peu d'importance car les troubles comportementaux sont tellement au premier plan qu'ils occupent évidemment la quasi-totalité de la scène. Les fonctions exécutives, c'est le cortex dorsal frontolatéral, là, au niveau de notre front, et puis un peu en arrière. Ça rend compte aussi des prises de décision et des tests de contrôle inhibiteur. Donc, les psychologues connaissent le test de Hayling. Euh, Par exemple, on demande aux malades de terminer une phrase par un mot inadéquat, quoi, hein. Alors, j'ai peur de manger une pierre, quoi, pas, ou j'aime manger une caverne. Voilà. Eh bien, les malades ont beaucoup de peine à inhiber le mot qui devrait venir pour choisir un autre mot. Les tests de fluence sont perturbés. Enfin, tout ça a été dit et redit en neuropsychologie. C'est un syndrome dysexécutif, mais qui est à l'arrière-plan du tableau clinique. Nous n'allons pas revenir sur ces troubles du langage. Ces malades n'ont pas d'atteinte visio-spatiale, comme dans l'Alzheimer, pas d'atteinte apraxique, pas d'atteinte agnosique. Ceci doit être clairement dit. Ces malades peuvent errer, mais ils ne se perdent pas. Et enfin, dans les agnosies, ils n'ont pas d'agnosie, mais ils ne savent pas reconnaître les émotions. Ce sont des prosopoagnosies qu'on peut appeler émotionnelles, je l'ai dit au début. Mais par contre, ils reconnaissent les visages. Quand la lésion déborde sur la région temporale antérieure, ils peuvent néanmoins avoir une forme de prosopoagnosie particulière qui n'est pas perceptive, mais c'est qu'ils perdent les connaissances sémantiques sur les visages. Bon, ils voient le visage de Mireille Mathieu, ah, qui c'est, une actrice, une chanteuse, ils ont perdu tout contenu sémantique. Ils reconnaissent le visage, mais ils n'ont plus de connaissances sémantiques sur le visage. Voilà un aspect très particulier, bon, une neuropsychologie un peu fouillée, mais qui correspond à la réalité. Et quand les lésions se cantonnent précisément au lobe temporal antérieur, on a ce tableau clinique qui est centré par ce qu'on appelle encore un Alzheimer apparenté. On appelle apparenté ce qui n'est pas du tout apparenté à l'Alzheimer. On dit que ces malades ont des troubles de la mémoire. Ça n'est pas vrai. Ces malades avec une démence sémantique qui est une variété de DFT qu'on peut rencontrer comme complication d'une démence comportementale, mais qui peuvent aussi survenir isolément, ce sont des malades qui perdent le sens des mots et le sens de toutes les informations. Ils ne savent plus ce que véhicule comme sens une information. C'est donc effectivement une maladie qui ressemble à un trouble de la mémoire, mais qui n'est pas du tout un trouble de la mémoire au sens général du terme.
Voilà. Donc voilà le savoir sémantique. On vous dit le mot tortue, il ne vous dit plus rien. On vous montre une image de tortue, vous ne savez plus à quoi ça correspond. On écrit le mot tortue, ben, ça ne vous dit rien. Et on vous demande montrer la tortue, ben, évidemment, vous ne pouvez pas montrer quelque chose dont vous ne comprenez pas la valeur sémantique. Bon, je ne m'étendrai pas sur la, les, les aphasies primaires progressives qui devraient être une, un enseignement à part. Par contre, certains malades débutent une maladie neuroévolutive par une prosopagnosie progressive. C'est une prosopagnosie sémantique atteinte temporale droite. Il commence par ne pas reconnaître les visages, mais il ne s'agit pas d'un trouble perceptif, il s'agit d'une perte du contenu sémantique afférent à chaque visage. Et ce point, bien sûr, est très différent de la prosopoagnosie. Alors, les traitements, nous allons terminer par là. Vous voyez, j'ai laissé en blanc. Les traitements étiologiques. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. La recherche est encore en amont de ce qu'elle est dans la maladie d'Alzheimer. Les traitements symptomatiques, par contre, doivent être discutés, même s'ils sont difficiles. En gros, est-ce qu'on peut agir sur l'apathie médicamenteusement? Bon, certains utilisent des antidépresseurs qui appartiennent au groupe des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ceci est à discuter avec le médecin, avec le spécialiste, c'est selon les cas. Les sédatifs ne sont pas efficaces. Si on donne des anxiolytiques, souvent ils n'ont pas d'anxiété, donc on va chercher l'action sédative. Alors certaines donnent des produits, des petits produits comme l'Atarax, mais si on donne des neuroleptiques, eh bien effectivement, on peut les transformer en zombies, quoi. Alors est-ce que c'est le but d'un acte thérapeutique? Évidemment, un malade qui est très désinhibé, le neuroleptique n'est pas la réponse adéquate, mais. Alors, l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, il est difficile. On peut même dire qu'il est chaotique dans une société qui est peu inclusive pour les formes désinhibées par l'effondrement des interactions relationnelles. Eh bien oui, parce qu'évidemment, ces malades ne sont pas des malades satisfaisants. J'ai utilisé ce terme, ce sont des soins sans contre-don. Dans le visage d'un Alzheimer, on peut avoir de la reconnaissance, de l'attachement, des paroles affectueuse. Euh, dans la DFT, c'est vrai que c'est un investissement qui est sans retour, ce qui montre sa difficulté. Euh, il est évident que beaucoup de malades admis en DFT sont admis parce que le diagnostic n'est pas donné. Je suis toujours un peu irrité quand je constate combien les EHPAD sont maltraités quand on leur adresse des malades avec des vocables alzheimerisés, des dossiers rudimentaires et des personnels désemparés. Combien de fois ai-je rencontré ça à travers nos consultations éthiques? On demande un dossier et non, il y a un vague certificat. Je crois qu'il y aurait là une révolution, me semble-t-il, à faire de collaboration, de travail en commun entre les services médicaux et les EHPAD. Qu'un malade n'arrive pas en EHPAD avec un simple certificat médical, qu'on est innocent sur son histoire, sur le projet que l'on veut faire. Espérons que ceci, évidemment, ne contrariera pas l'admission de ces malades, qui sont des malades difficiles. Et il faut que chaque EHPAD évalue la part qu'ils peuvent prendre, parce que ce sont des malades qui nécessitent des soins qui peuvent être des soins qu'on peut appeler ingrats, un accompagnement qui peut être ingrat. Mais aussi, évidemment, cette maladie demande un soutien des proches et une information de l'entourage. Vous me direz, ça sert à quoi? Ben, ça sert d'abord à ce qu'ils soient informés. Votre personne, elle n'est pas devenue immorale, elle est malade. Ça n'est plus lui, mais voilà. Et c'est cette écoute qui est très importante parce qu'effectivement, pour le proche, il y a toujours un mélange de culpabilité et un risque de désagrégation de l'attachement. Cette désagrégation de l'attachement est bien sûr quelque chose de très triste, puisque la personne qui vit avec nous
ou près de nous n'est plus celle que nous connaissions. Et le malade a besoin euh, d'être soutenu, mais la famille a besoin d'être soutenue. Alors j'ai intitulé ça quelques humbles repères. Les malades apathiques, je vous rappelle, l'hétéroactivation, dans tous les cas, se substituer à l'infirmité décisionnelle en proposant de manière ferme et déterminée une activité précise sans s'enquérir des préférences éventuelles que le malade ne saura pas traiter. Alors, évidemment, ces malades, euh, on ne peut pas leur dire, vous savez, on va aller au cinéma et après, on va prendre une orangeade. Non, dès qu'il y a des séquences, ça ne sert à rien. Il faut par contre dire, nous allons au cinéma ou nous allons dans le parc. Et après, nous nous asseyons sur le banc. Et puis après, nous mangeons une pomme. Mais il faut décrire les séquences d'action quand elles se passent. Si on lance un programme d'action, ce qui est courant évidemment, et ce qui peut être fait, en partie dans l'Alzheimer, ceci chez ces malades-là est sans effet. Il faut essayer aussi de tenter de mobiliser les neurones miroirs pour tenter d'inhiber des actions répétitives. On s'assoit et vous vous asseyez, peut-être qu'il s'asseyra en face, peut-être qu'en le prenant par la main, en s'asseyant, il va s'asseoir à côté. Voilà, un répit. Respecter les stéréotypies qui sont sans conséquences dangereuses. Après tout, ne soyons pas agacés par ces malades. Essayons d'être tolérants, mobiliser des bénévoles associatifs impliqués dans l'accompagnement des DFT. Et vous voyez finalement, la grande difficulté de ces malades, c'est de pouvoir solliciter le care. Le care, si nous faisons la sollicitude, notre vie émotionnelle, eh bien, Kant avait raison, il faut parfois que le care soit un devoir. Il y a un devoir d'aimer, il y a un devoir de s'occuper. Alors, il faut le faire raisonnablement, il faut le planifier. Et c'est vrai que s'il y avait plus d'organisation et plus de liens, euh, ceci pourrait être fait dans des conditions préférables à une espèce d'anarchie que l'on sent actuellement quand, dans un EHPAD, on soupçonne une DFT au détour de l'éthique, ce qui ne devrait pas être le lieu, et que tout à coup on s'aperçoit que eh ben, l'équipe accompagnante n'a pas reçu les renseignements nécessaires. Donc voilà, il y a un devoir de respect mutuel, me semble-t-il, à déployer entre le secteur qu'on peut appeler de la santé et le secteur médico-social, qui sont en fait des secteurs frères. Et voilà Arnold Pic et la devise de la faculté de médecine de pharmacie, qui est très chère à mon cœur. Voilà. Toujours avec fidélité, toujours en faisant diligence, en comptant sur soi et en comptant aussi sur les autres. Que serions-nous sans autrui? Que seraient ces malades s'il n'y avait pas des personnes pour s'en occuper? Je vous remercie de votre attention et de votre patience que j'ai dû largement éprouver. Merci beaucoup, professeur Gilles, pour cet exposé très complet. Je pense qu'on peut déjà dire ça. Il y avait une première question qui est survenue dans le chat. Comment expliquer l'absence de désorientation spatio-temporale alors que l'hippocampe est touché? Ah ben justement, non, l'hippocampe n'est pas touché, hein. C'est la Ok. région temporale antérieure qui est touchée, mais il n'y a pas d'atteinte hippocampique. S'il y avait une atteinte hippocampique, dans les cas typiques, il y aurait une amnésie hippocampique, donc une amnésie épisodique, et il y aurait, en cas d'atteinte droite, effectivement, une désorientation topographique. Mais évidemment, là encore, il faut avoir une très grande systématisation. Le lobe temporal est un lobe très complexe et il peut paraître euh, euh, au début équivoque de dire le lobe temporal antérieur gauche est touché avec l'amygdale, le lobe temporal interne un peu plus postérieur avec l'hippocampe est intact. Alors il y a quelques formes rarissimes, mais on les rencontre à peu près peut-être une ou deux fois dans une vie de spécialiste neurologue, d'avoir des amnésies. Ah, on vous entend plus.
Vous êtes toujours là, monsieur G? Voilà, ça y est, voilà, Nous l'avons vous retrouvé. m'entendez? On vous entend. Enfin, de mon côté, ça fonctionne très bien. Oui, Hem, on avait eu une question, sur comment protéger les autres résidents qui sont aussi vulnérables de la désinhibition sexuelle de ces malades et ça, c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup à l'espace éthique, heu, et qui laisse les équipes souvent assez démunies. voilà. Voilà, là, je pense que, c'est un des gros problèmes de ces dégénérescences frontotemporales. Tant que la désinhibition est une désinhibition verbale, elle est, mon Dieu, acceptable, quoi. Bon, même s'il faut parfois utiliser l'expliquer. Le problème, c'est quand il y a des passages à l'acte. Alors, c'est précisément ces passages à l'acte qui nécessiteraient, j'allais dire, des discussions éthiques et techniques qu'actuellement, dans l'expérience que j'ai, et s'avère extrêmement difficile. En effet, en effet, euh, quand un malade dont on est sûr qu'il a une DFT a des troubles du comportement sexuel qui rendent euh, une vie sociale et relationnelle particulièrement, euh, enfin, difficile, on peut même dire impossible, quoi. Hein. On peut comprendre là, évidemment, le, le, le désarroi du personnel. C'est là où, me semble-t-il, il faudrait des réunions collégiales qui réunissent avec le trait d'union que pourrait constituer l'EHPAD dans le rêve que j'ai, entre les spécialistes qui suivent le malade et l'éthique en présence des EHPAD. C'est cette réunion triangulaire qui est essentielle, qui serait essentielle et qu'on ne peut pas mettre en place aujourd'hui. On ne le voit pas. Quand des malades sont adressés en EHPAD, comment sont-ils vus, comment... Alors oui, on va les voir, il y a un psychogériatre qui suit, etc. Mais il faut de la collégialité forte et dire, est-ce qu'il n'y a pas des traitements exceptionnels à mettre en œuvre? Voilà. Parce que là, effectivement, il y a nécessité d'un compromis éthique. Est-ce que je laisse faire et je désagrège le tissu de cette EHPAD qui effectivement est composé de malades vulnérables, comme euh, vous qui avez questionné l'avez dit. Euh, Et alors, si l'EHPAD est en danger, quels traitements exceptionnels peuvent être mis en place dans un compromis éthique? C'est-à-dire, je regrette de mettre ça, mais je ne peut pas faire autrement. Et c'est là où on doit discuter précisément de certains traitements. Alors là, j'ouvre évidemment une page qui n'est pas abordée habituellement, mais puisque nous sommes en formation, je le fais par, je veux dire, rigueur scientifique, mais d'une science qui se sent très humble et très difficile, et en tout cas qui est partagée par mes collègues sur un plan national. euh, c'est que là, on peut discuter de certains traitements neuroleptiques, voire de traitements hormonaux. Ce sont des décisions lourdes, mais on ne pourra pas, si on continue avec des Alzheimer et des DFT envoyés en EHPAD avec un certificat de 3 lignes, et un malade qui a rompu avec sa source. On n'abandonne pas un malade. Un spécialiste doit continuer à suivre un malade, forcément, en mettant en l'air les traitements qui agissaient un tout petit peu ou pas beaucoup, soi-disant. On rompt du lien. On veut diagnostiquer précocement, mais il faut que le cordon ombilical persiste pour que demain, il y ait euh, un pacte ternaire entre l'éthique, les spécialistes qui suivent
et l'EHPAD qui accueille. L'EHPAD ne peut plus rester seul, me semble-t-il, vis-à-vis de cette situation. Oui, il y a des choses à faire. Sommes-nous prêts? Voilà pourquoi j'ai mordu tout à l'heure, en quelque sorte, gentiment, en disant, sommes-nous vraiment dans une société inclusive? L'EHPAD n'est pas l'endroit où nous déversons les malades. L'EHPAD est l'endroit où nous souhaitons que des malades vivent, à condition que chaque élément de la société joue son rôle. Voilà ma réponse. Je ne vous entends pas là. Pardon. Oui. Il y a une demande de précision concernant la désorientation et le manque de reconnaissance des visages. Oui. Est-ce que ça, c'est bien présent dans une DFT ou pas tant? Alors, Heu, oui, bon, alors, reprécisons les choses. Un, la reconnaissance des visages est dans les variantes comportementales de la DFT en règle respectée. La reconnaissance des visages, c'est-à-dire reconnaissance explicite, hein, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma compagne, c'est ma tante, c'est ma cousine, c'est Mireille Mathieu ou c'est Jean-Jacques Goldman sur des photos. Voilà, ça, on a bien compris. Mais néanmoins, ce qui est altéré, c'est la reconnaissance des émotions portées par les visages. OK. Voilà. Et cette reconnaissance des émotions porte sur les émotions fondamentales, c'est-à-dire la peur, la joie, la colère, la tristesse et la surprise. Les 6 émotions fondamentales. Eh bien, les malades peuvent avoir du mal à identifier les émotions. Voilà pourquoi on a utilisé certains le mauvais terme de prosopoagnosie émotionnelle. Et enfin, parce que la vie est complexe, il y a un petit nombre de malades qui ont des lésions qui vont sur la région temporale antérieure ou qui commencent par là, et ce sont alors des démences sémantiques. Mais un tableau de démence sémantique peut compliquer un malade se présentant initialement comme une variante comportementale. Et alors ces malades reconnaissent structurellement les visages, mais perdent le savoir sémantique associé à ces visages. Le savoir sémantique, ça veut dire je reconnais, ah, cette personne me dit quelque chose, ce ne serait pas un acrobate, ce ne serait pas un chanteur, ce ne serait pas, mais on ne peut pas reconnaître. Oui, ils nous disent quelque chose, mais on n'arrive pas à poser le doigt dessus. C'est un peu Voilà, ça? on ne Mmh sait pas qui c'est parce qu'on mh. ne sait pas que ce chanteur, c'est Jean-Jacques Goldman qui a chanté ça, qui a Mmh. chanté ça, qui s'habille comme ça, que je reconnais à sa coupe de cheveux, etc. Mmh Ça, on ne peut plus, on peut plus. Alors que le visage dit quelque chose. Voilà pourquoi les malades ont une espèce de renvoi général, de classification, quoi. Ils vont, ils vont vous dire, ah, c'est un chanteur, non, ou un acteur, vous voyez, voilà, des trucs proches. Mais ils ne pourront pas savoir que c'est un tel, puisque le problème d'une personne humaine, c'est que c'est un stimulus unique. Quand on a une table, on a des millions de fois l'occasion de reconnaître une table et on mourra sans avoir reconnu toutes les tables du monde. Mais la reconnaissance d'une personne, c'est une reconnaissance unique, seule, pour toujours. Et donc, il y a tout un savoir sémantique qui est extrêmement fragile, puisque s'il dévisse, vous ne pouvez pas vous référer à des généralités, quoi. Merci, j'espère que ça répond. Donc il y a beaucoup de messages pour vous remercier, de cette présentation. Je rappelle pour les invités que si vous voulez prendre la parole, c'est possible, il suffit de lever la main et on vous donnera, la parole, on vous laissera accéder à votre micro. Il y a une question qui porte un peu plus, je pense, sur, le bagage enfin le facteur génétique dans le développement d'une maladie d'Alzheimer. Heu, est-ce qu'il y a, enfin, oui, à quel point pèse la génétique à l'intérieur de l'hérédité ou Alors, la facteur génétique pèse peu dans la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, dans la DFT, pardon, oui, j'ai dit alors dans la Alzheimer, DFT, dans il les pèse DFT. lourd. C'est un cas sur deux. OK. Un cas sur deux,
a des antécédents. Je me souviens d'une malade que j'avais suivie pour une sclérose latérale amyotrophique et dont je viens d'apprendre que la fille a une DFT. Voilà l'exemple typique. C'était une fille unique et voilà. Donc, oui, il y a un facteur génétique qui n'est pas total. C'est un cas sur deux. Un cas sur deux, c'est à la fois peu, mais c'est à la fois beaucoup. Et quand c'est autosomique dominant avec ce spectre d'association ou d'alternance entre la maladie de Charcot, la dégénérescence frontotemporale et chez certains malades, le Parkinson. Ce qui fait là un complexe pathologique qui peut être évidemment particulièrement grave. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les invités? Pas de main qui se lève. Est-ce que toutes les questions ont été ont reçu une réponse? Oui, les jumeaux, oui, c'était la question que je posais, quelqu'un a posé la question de, comment on explique qu'un jumeau monozygote puisse développer une DFT, par rapport à son et pas l'autre? Qu'un jumeau sur 2 puisse avoir une DFT, mais donc vous Ah avez un non, peu répondu. c'est des jumeaux qui viennent, s'ils sont des jumeaux qui viennent du même œuf, ils ont les deux une DFT, mais j'ai pas de Ah, cas publiés dans la littérature. OK. Si c'est par contre, ils ne viennent pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle en langage courant les vrais et les faux jumeaux. Mmh mh. Si c'est le même, si c'est le même œuf, c'est-à-dire ovule plus spermatozoïde, qui se coupe en deux, ces deux individus, ils, ont, ils sont identiques. Ils se OK. différencieront par l'épigénétique, c'est-à-dire Mmh par mh. l'environnement. Nous ne sommes pas seulement ceux dont nous héritons, Mmh. nous sommes aussi faits par l'environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique. Dans des milieux différents, nous n'avons pas les mêmes choses. Mais un grand nombre de jumeaux sont des jumeaux qui proviennent de deux ovules fécondés en même temps. Et là, évidemment, on est tout à fait dans un autre cas. Et c'est eux, ce sont comme des frères, quoi. Mmh mh. Quelqu'un prend la parole? Oui, madame Caffardi. Bonjour professeur. Ah, bonjour Sylvie. Je, Bonjour. voilà, je voulais juste pardon, c'est que j'entends mon écho et c'est compliqué. Je voulais juste vous adresser toutes mes salutations, ma plus profonde amitié, respect. Et je suis très heureuse de voir que vous êtes toujours aussi actif et l'esprit toujours aussi vif. Je vous informe que je reviens à Montmorillon. Très bien. Ben, Voilà. écoutez, je suis hétérostimulé, comme quelqu'un dit. Ravi de vous avoir entendu, Sylvie. Ravi. Moi aussi, Monsieur Gilles. Oui, je vous entends plus, Camille. Je donne la parole, peut-être à une dernière personne avant de conclure? Oui, monsieur Gilles, c'est Bertrand Doré. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour Bertrand, mon Dieu. J'ai beaucoup appris de choses, bien sûr. Je voulais savoir, sur les DFT, est-ce qu'il y a des petits signes cliniques qui pourraient commencer à alerter une famille? Pas facile, peut-être. C'est pas facile, c'est-à-dire que c'est tout le problème des modifications subtiles du comportement. Oui, Voilà. Alors, évidemment, j'ai pu observer, bien sûr, des personnes malades euh, au
au tout début, et je dois même dire, en particulier un qui est un médecin et évidemment, qu'on a détecté très vite, mais hélas, pourquoi? Enfin bon, voilà. Et on rentre là, si vous voulez, dans les phases toutes initiales du syndrome dyscomportemental, Oui, dont je ne sais pas si on est aujourd'hui bien armé, en neuropsychologie courante pour les détecter. Voilà, en fait, d'accord, oui. comment ça s'est passé. Heu, il vient me voir accompagné de son épouse qui me dit: «On vient vous voir parce que je trouve que mon mari est bizarre». D'ailleurs, il est avec moi et il va entendre tout ce que je dis. Bon, mais vous voyez, on a été chez des amis et puis tout à coup, il a dit lui-même, «Passons à table». Ah Heu oui, et puis ensuite on s'est assis et il a commencé à prendre la bouteille de vin, il s'est servi, ce qui évidemment ne se fait pas habituellement. Alors, je suis inquiète et je me tourne vers lui, je lui dis: «Qu'est-ce que vous en pensez?» Bof. Bon, oui, mais je n'ai rien obtenu d'autre et puis évidemment, j'ai chose qui me travaillait beaucoup, je l'ai revu quelques mois après et là, il est venu seul me voir et il m'a dit: «Vous savez, heu, il se passe des choses étranges. Ma femme a raison et ça ne s'arrange pas. Je sais qu'il faut pas faire ça, mais vous savez, je m'en fous en fait». C'est-à-dire que lui-même réalisait que c'était pas bien, mais mhm, que ça lui était égal d'avoir, ces faux pas sociaux, quoi. oui, Et oui, c'est monsieur. là où on arrive à un stade du début où il y a encore une conscience de soi, une conscience identitaire et où le malade lui-même est surpris par ses réactions et où il me dit: «Mais si vous saviez comme ça m'est égal, c'est pas bien, mais je m'en fous et ma Oui, femme a beau le dire, ça m'est égal». Alors vous voyez, c'est très difficile, quoi, voilà. bien sûr, Donc bien sûr, je pense que dès qu'il y a une rupture de la continuité identitaire, là, il faut se méfier d'un trouble et c'est là où bon, mais c'est plus déployer une surveillance, un accompagnement, voilà, d'accord, oui, oui, que puisque il n'y a pas de thérapeutique spécifique à mettre en œuvre, mais espérer, peut-être accrocher la relation un certain temps, quoi, hein. Voilà. d'accord, oui, oui. Et à ce moment-là, une IRM cérébrale n'apporterait rien. Je pense qu'à ce stade-là, ah oui, si on veut faire un diagnostic, heu, on a peu Oui, peu de de données. chimie, mais par contre, Hmm, oui, un TEP scan, pourrait être indiqué, oui, pour d'accord, voir oui, oui, s'il y TEP a scan, d'accord. un déficit, Mhm, du métabolisme, comme j'ai montré sur la oui, photo tout à l'heure, oui, tout à mais fait. plus dans la région fronto-orbitaire ou dans la région cingulaire et là, on peut avoir évidemment une suspicion assez forte, hein. Bon, D'accord, voilà, mais évidemment, déclencher ça aujourd'hui, c'est assez rare. Bon, ça m'est arrivé, mais ça a été exceptionnel à travers des signes subtils, quoi, qui nécessitent une analyse qui plutôt, va chercher dans des explications psychologiques, fonctionnelles, quoi, qui évidemment vont se trouver en échec, au bout de 6, 8, 10 ou 12 mois, quoi. oui, d'accord. Bon. Ben, merci beaucoup, monsieur. Oui, ravi Bertrand. Ben, Même moi aussi. chose. Au revoir, monsieur. Au revoir Bertrand, au revoir. Hem, Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci au professeur Gilles de l'avoir animé et d'avoir fait une présentation très riche qui, j'espère, a répondu, à un certain nombre de questions, que vous posiez. Concernant toutes les questions sur le replay, c'est un aspect dont on doit discuter, heu, maintenant, à la suite de ce webinaire. Donc nous reviendrons vers vous. Si jamais il est mis en ligne, vous en serez tenus informés via, notre newsletter et notre liste de et nos messages de diffusion. Merci en tout cas pour votre participation. Merci encore monsieur Gilles, Merci à vous Camille. heu et à la prochaine fois. Au plaisir de faire à nouveau un webinaire avec vous
et Merci. merci à tous et Au à toutes. revoir. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir Camille, au revoir Théo. À Au bientôt. revoir. Au À revoir. bientôt.